Bon, bonjour à tous, bon dia et good morning. Je vais pas aller plus loin. Bienvenue au LFT de novembre. Et pour ouvrir le bal, du coup, on va commencer avec Pauline Rambaud. Je te laisse la parole. On fait juste un test micro et on te donne le feu vert. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'une idée et d'une aventure que j'ai vécue à la base parce que c'était un défi de ma manager, coucou Anouk, qui voulait que je fasse une conférence technique. En soi, je suis déjà un petit peu speakeuse et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire sur un outil qui m'était plutôt utile et qui est une télécommande. Et puis en soi j'ai des connaissances en dev, donc pourquoi pas. Donc déjà, qui je suis? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline Rambaud, j'ai 27 ans maintenant, oui. Je travaille chez Bedrock depuis 4 ans. Je suis back-end développeur, historiquement plutôt en PHP et maintenant en Go. Je fais partie de l'équipe animation, donc aussi connue sous le nom de Calcifer. Et globalement, nous, on fournit des API pour les clients et plutôt pour la partie éditoriale, pour qu'ils puissent dynamiser leur contenu. Je suis plutôt curieuse et vous me verrez souvent être très dynamique et bavarde. Et je suis donc aussi speakeuse. Sauf que en tant que speakeuse, moi j'ai souvent un problème. Je vais souvent voir Pascal Martin quand on est à des événements en commun et je lui dis Pascal, je passe dans une minute. Est-ce que tu peux pas me prêter ta télécommande s'il te plaît parce que j'ai encore oublié d'en prendre une et j'ai pas la mienne. Donc je cours généralement après les autres speakers pour avoir une télécommande. Et du coup, je me suis dit mais en fait, tu es toujours en train de courir après une télécommande, tu as une conf technique à faire, ça doit pas être si dur à faire, une petite connexion Bluetooth et puis on n'en parle plus. Donc moi, j'ai trouvé une solution. J'avais un problème. Je me suis dit que j'allais fabriquer la télécommande. Et je me suis dit donc lancer dans cette aventure en me disant, eh ben ok, j'ai besoin de ça et je vais le fabriquer. Du coup, pour fabriquer tout ça, aujourd'hui, j'aimerais vous parler déjà de quel langage et quel matériel il faut finalement pour construire une télécommande. L'étape 2, bien sûr, ça sera comment on implémente le code et de quoi on a besoin dans le code. En 3, bien sûr, la réalité, parce que la plupart d'entre vous étant développeurs, vous savez très bien qu'entre ce qu'on a dans la tête et ce qui devrait se passer en théorie, généralement, il y a un petit peu de décalage. Aussi, pour la majorité des développeurs, petit disclaimer, cette conférence, elle se veut accessible à tous. Donc, il y a des choses, je ne vais pas forcément dans les détails techniques où j'ai un peu arrondi les angles, c'est volontaire. Deuxième disclaimer, pour tous ceux qui ont des appétences pour le design, je fais exprès que mes slides soient un petit peu moches. C'est pas du tout parce que je les ai terminés à 9h15. Et puis pour terminer, je vous présenterai une petite conclusion parce que finalement, ça a été une aventure riche et très très sympa parce que ça a débloqué plein de choses. Donc tout d'abord, le langage et le hardware, de quoi on a vraiment besoin. Donc pour le langage, étant développeuse Go depuis 1 an, il y a un petit frère du Go qui s'appelle le TinyGo. Mais déjà, Go, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, Go, c'est un langage open source. C'est-à-dire que ce n'est pas un langage qu'on paye pour utiliser, c'est un langage auquel on peut contribuer et toute la communauté est libre de l'utiliser. C'est aussi un langage compilé, ce qui veut dire que c'est un langage qui, pour communiquer avec la machine, va produire un fichier qui s'appellera un binaire. Et la seule différence que Go et TinyGo ont entre eux, en fait, ça va être la taille de ce binaire et c'est le compilateur, donc la fabrique à fichiers binaires qui, en fait, est beaucoup plus performante du côté de TinyGo, donc va fournir des binaires beaucoup plus petits qui vont principalement être utilisés soit pour les systèmes embarqués, soit avec WebAssembly pour faire plein de calculs en front et être plus rapide. Vous vous doutez bien qu'en fait, je vais partir sur quelque chose qui ressemble à des systèmes embarqués. Et j'avais déjà fait un projet à l'école en C++, mais du coup, je me suis dit, autant le faire dans un langage que je maîtrise, le langage Go. Donc, du TinyGo. Mais avant, je vais plutôt vous parler un petit peu modèle et prix. Et quel est l'intérêt d'une télécommande pour un speaker? En fait, des télécommandes en soi, je suis d'accord qu'on peut en trouver un peu à tous les prix. Et surtout, l'avantage, c'est que par exemple, là, ça m'évite de me déplacer. Je peux vous montrer direct avec la télécommande, soit avec un pointeur. Je n'ai pas à rester à mon pupitre pour changer de slide. Je peux souvent manipuler mes slides et ça peut avoir une importance hyper grande pour une conférence parce qu'en fait, le déplacement spatial peut aider les gens à se repérer soit dans votre conférence, soit à fixer des idées
Et c'est quelque chose qui peut rendre la conférence hyper dynamique et ne pas vous endormir, comme là, quand on arrive le matin à 9 h. Du coup, les télécommandes, comme globalement tous les marchés de n'importe quoi, n'importe comment, il y en a à tous les prix, avec toutes les fonctionnalités possibles et imaginables. Moi, je me suis focus sur une seule marque, qui est la marque Logitech, parce qu'on sait tous que c'est fiable. Qui n'a jamais eu un clavier, une souris, un casque, une webcam Logitech ou que sais-je? On sait que c'est fiable, un rapport qualité-prix très intéressant. Et du coup, je me suis permis de comparer un peu 2 modèles chez eux. Aujourd'hui, c'est Black Friday. Il y a des choses, les prix sont un peu moins élevés qu'habituellement. Donc, en gros, le premier prix, ça va être avec un dongle USB. C'est autour de 20 € en ce moment. Et elle va communiquer en fait par ondes radio. Ça, moi, ça m'embête un peu parce qu'en fait, avoir un dongle USB, ça me fait chier, je vous le dis. J'ai un Mac, ça veut dire qu'il faut toujours que je prenne un dock avec moi et tout. Chiant, t'oublies ton dock, tu as des risques de le perdre. Pénible. Et en plus, celle-là, elle fait juste passer les slides, vite fait pointeur, mais on n'a pas des fonctionnalités hyper développées. Par contre, dès qu'on veut quelque chose d'un peu plus développé, c'est très, très développé. Et on passe sur des prix entre 120 et 150 €. Et là, pour une télécommande, on se dit, ouais, des conférences, combien j'en fais dans l'année? Moi, je ne suis pas speaker professionnel. Je veux dire, ça ne peut pas passer en frais de société. Je ne suis pas payée pour faire des conférences, donc ça m'embête un peu. Par contre, celle-là, elle est Bluetooth, donc il n'y a pas besoin du dongle. Mais en plus, vous l'avez au cas où si ça ne marche pas. Vous avez aussi, elle peut faire pointeur, elle peut cliquer, elle peut faire des zooms, elle est chronométrable. Donc, en gros, vous paramétrez un chrono et elle va vibrer. Par exemple, si vous avez besoin de savoir 5 minutes avant votre temps précis, elle peut vibrer. Celle-ci, je l'ai testée. Il y a aussi Pascal qui l'a, vous pourrez lui demander. Elle est vraiment géniale de chez Génial. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie d'y mettre ce tarif? Pas vraiment. Et puis, autre avantage à la télécommande, c'est que vous pouvez toujours vous faire des petites frayeurs. Ça fait toujours un peu rire et vous travaillez votre capacité d'improvisation. Donc, je reviens au choix du langage et du hardware. Donc, le langage, le TinyGo, donc j'ai déjà des bases en Go, j'ai des bases en système embarqué. Donc, je me dis, bah, let's go. Ouais, justement, sans mauvais jeu de mots. Et pour le matériel, donc en fait, là, vous voyez écrit Raspberry Pi Pico. Je vais tout vous expliquer ensuite. Mais à la base, j'étais partie sur un ESP32. Un ESP32, c'est quoi? C'est ça. C'est moche, hein. Donc, globalement, pour une télécommande, il ne vous faut pas grand-chose. Un système embarqué, il vous faut une puce qu'on appellera microcontrôleur et il vous faut des boutons. Et bien sûr, les fils pour connecter et après faire du code. Donc, moi, j'avais ça qui traînait à la maison d'un vieux projet. Un ESP32, je m'étais dit, c'est fiable. C'est un microcontrôleur qui est hyper connu dans le monde des systèmes embarqués. J'aurais jamais de souci à le débugger. J'aurais jamais de souci à trouver des gens qui savent l'utiliser. Donc, c'est bénéf. En plus, c'est gratuit parce qu'il traîne à la maison depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, nickel. Et puis, je commence un peu à bricoler du TinyGo dessus. Juste, j'essaye de faire cligner une LED. Et puis, en fait, ça devient vite pénible et difficile. Et je me renseigne. Donc, il y a un Slack des gophers mondiaux. Donc, les gophers, c'est les gens qui font du Go. Et puis, ils ont un petit channel TinyGo. Donc, me voilà, je écris en anglais. Que j'utilise un ESP32, que je veux faire des trucs. Et puis ils me répondent, ouais, non, mais ESP32, c'est nul. Avec TinyGo, ça ne marche pas très bien. Prends plutôt un Raspberry Pi Pico. Ok, c'est quoi? Mais n'oublie pas qu'il faut qu'il ait la connexion et tout. Bon. Moi, je suis un peu noob, je regarde, j'écris à des gens que je connais, qui font du système embarqué, qui sont même professeurs de système embarqué et tout. Et du coup, j'en viens à me dire, ok, donc il me faut un Raspberry Pi Pico, parce que c'est le tout petit. Vous connaissez certainement les Raspberry qui sont un peu plus gros. Alors, WH, W, c'est pour network, et H, c'est parce qu'il a les connecteurs qui sont déjà soudés. Vous doutez bien que je n'allais pas commencer en plus à devoir souder des connecteurs. J'arrive même pas à faire fonctionner le bordel. C'est pas pour souder derrière, hein, je vous le dis tout de suite. Et le nom barbare que vous voyez dessous, mini contrôleur 5353, et bien en fait, ça, c'est juste pour dire que c'est un support avec des boutons. Parce qu'au début, les boutons, je m'étais dit, non, mais c'est bon, je commanderai 2 boutons poussoirs. Parce qu'en fait, il faut juste 2 boutons, hein, un pour avancer, un pour reculer.
Et puis, je les connecterai comme ça avec 2 fils. Et puis après, je verrai, peut-être je serai mieux avec ma télécommande comme ça. Donc, pour changer, pas très pratique. Et en choisissant le Raspberry Pi Pico, qui est très, très utilisé pour conduire notamment des robots, etc., bah, en fait, je suis tombée sur une télécommande qui a ce méga nom barbare. Et en image, ça donne quoi? Donc, le mini-contrôleur avec ses flèches directionnelles, donc je pourrais changer les boutons dans 4 directions, et 2 boutons action. Donc en plus, potentiellement, si je veux que ça clique, je pourrais faire cliquer ou zoomer, peu importe. Et ça sera super. Donc là, en plus, je suis contente, c'est assez compact. Et le Raspberry Pi Pico, il ressemble à ça. Et là, la petite framboise Raspberry, vous reconnaîtrez. Donc on le branche ici, ça s'alimente. Là, il y a des piles. Et en plus, je peux brancher mon Raspberry. Voilà. Et ensemble, bah, ça forme ça. Donc ça, c'est la télécommande. Et ça mesure moins de 5 cm là. Donc en fait, c'était pas trop mal. C'était un peu compact, mais parce qu'il y a 3 piles. C'est un peu lourd, mais ça faisait l'affaire. Donc j'étais plutôt hyper soulagée parce que j'avais trouvé une télécommande quasiment préfaite. J'avais mon Raspberry. En termes de budget, on est autour de 19 €. J'en avais pour plus cher de frais de port que de matériel. Et en soi, j'ai pas pris du AliExpress parce que j'aurais pu trouver quelque chose de bien moins cher et avec une livraison gratuite, mais j'ai préféré commander sur une petite boutique française qui faisait le travail tout proprement. Donc voilà, pour la petite blague. On a une petite fusion entre les deux et on est parti. Donc là, je me dis super, là, j'ai une bonne base, je vais pouvoir faire quelque chose de vraiment chouette et vraiment bien. Donc, let's go construire le code. Comme je ne suis pas experte en système embarqué et tout ça, je me suis dit que j'allais peut-être être d'abord assez rigoureuse et que du coup, j'allais un peu prévoir les étapes à suivre pour faire ce code, cette conférence et tout ça. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ce soit connecté en Bluetooth. Bon, ça, c'est la partie cruciale. Donc, pour une connexion Bluetooth, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que mon device il soit détectable par mon ordinateur. Et ensuite, il faut qu'il se connecte, donc, ou qu'il s'appaire. OK. Ensuite, dans la logique, bon, une fois que ma connexion elle est faite, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que quand j'appuie sur les boutons, eh bien, j'ai un mapping que mon ordinateur se dise « OK, elle a appuyé sur un bouton, je reçois l'info. » Et du coup, c'est comme si c'était un geste clavier. OK. Et puis, quand je finis, je suis comme King Bob. Je suis hyper contente. J'ai juste à tester, ça fonctionne. Et je peux même tester sur d'autres devices pour voir si je peux commencer à commercialiser mon truc. Non, n'exagérons rien. Du coup, en gros, mon premier commit, ça ressemblait à ça. C'était pas incroyable. Mais moi, je m'étais dit, allez, l'affaire est dans le sac. J'ai la logique, je sais ce qu'il faut faire. Ça va être rapide. Mais je vais quand même avoir besoin de quelques outils parce que je n'ai pas la science infuse. Du coup, déjà, j'utilise Goland. C'est l'IDE que j'utilise tous les jours au taf. Par chance, on a une licence aussi en plus à la maison. Et du coup, parce que j'avais commencé un peu avec VS Code parce que ça marche bien avec les systèmes embarqués. Et puis, ça m'a très, très vite agacé de devoir installer 12 000 plugins par minute. Du coup, Goland, je me suis dit, ça va bien marcher. Et ça marche très bien parce que c'est aussi prévu pour faire du TinyGo. Donc, c'était chouette. Donc, déjà, je m'enlevais un peu cet inconnu. J'étais un petit peu pressée. Il faut savoir que j'ai commencé il y a 3 semaines. Vous doutez bien que la marge de manœuvre était faible. Donc, je vous parlerai souvent de BLE. BLE, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste Bluetooth Low Energy. C'est une variante du protocole Bluetooth qui est utilisée pour tout ce qui est objet connecté. Par exemple, vos montres, elles sont quasiment toutes connectées en BLE. C'est pour pas bouffer toute la batterie sur vos téléphones, pas bouffer toute la batterie de votre objet. Et ça marche très bien, ça garde une connexion perpétuelle et voilà. Et puis, je vais avoir besoin de la doc et de ressources. Un peu, beaucoup, passionnément, voire jusqu'à la folie. Et quelque chose à savoir sur la doc, ça, pour ceux qui font du Go, vous allez reconnaître. Hein. La doc, c'est ça. Et comment vous voulez que je sache comment ça marche avec, genre, ça, une phrase? Bah, moi, je suis désolée. Hein. La doc à lire, je trouve que c'est une tannée. Je n'y comprends pas souvent grand-chose. Du coup, ça a été un peu sport. Mais alors, j'ai trouvé la palme. Et la palme, elle revient à bluetooth.com, le site officiel du Bluetooth.
il faut se palucher toutes les spécifications du Bluetooth et vous allez comprendre la suite pourquoi. Parce qu'il y a des petits codes qui sont réservés. Et je peux vous dire que quand vous voyez soit un SAR à 22 heures parce que vous pensez que vous allez faire votre conférence super rapidement, eh ben, ça vous donne un peu le tournis. Parce que si vous avez le mauvais code, eh ben, ça ne marche pas. Donc, vous paluchez ça. Il y a aussi des super scénarios de test en PDF. C'est génial. Je vous conseille vraiment, si vous avez du Bluetooth à faire, il faut aller voir ce site-là. Trêve de blague. En fait, le BLE, comment ça marche? Donc, Bluetooth Low Energy. Donc, moi, c'est ce que je cible. À savoir que ça repose sur les mêmes principes que le Bluetooth. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un principe GAP. C'est Generic Access Profile. C'est-à-dire que votre objet, il va avoir une identité sur comment il va fonctionner. Ça va être, pour ceux qui font du web, l'équivalent d'un client-serveur. Qui va être le client? Qui va être le serveur? Ici, je veux que mon device il se connecte à mon ordinateur. Donc, on va appeler ça un périphérol. Il peut être central. Et qu'est-ce qui va changer en fait entre la centrale et le périphérol? On va pouvoir voir ça comme la centrale a un rôle actif et va faire une connexion active, alors que le périphérol va avoir un rôle passif et une connexion passive. J'explique. Là, vous avez les deux fonctionnements. Et un périphérol va se connecter à une centrale. En gros, le périphérol, il va être un peu vous, comme quand vous envoyez un message à vos potes, savoir si quelqu'un veut boire l'apéro ce soir. Vous allez juste dire, les gars, je suis dispo ce soir. Si quelqu'un veut faire quelque chose, je suis là. Donc, le périphérol, il va être comme ça. Et puis, il va attendre de recevoir la réponse de son pote qui lui dise « Ouais, mec, à 18 h, on se retrouve au bar. » Alors que la centrale, elle va juste dire « Qui est dispo ce soir ?» Je ne sais pas si vous voyez la différence entre guillemets qui va être dans l'attaque, alors que le périphérol, il va juste dire « Je suis dispo ». Il ne va pas proposer. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le périphérol, il va advertise. Donc, il va alerter les autres qu'il est disponible. Il va dire « Je suis disponible, je suis disponible, je suis disponible ». Et puis, il y a la centrale qui va dire « Ouais, je t'ai vu, je t'envoie, on se connecte ». Donc, il lui envoie ça avec les réponses. Donc, en gros, ce qu'il y a dans le scan réponse, c'est les données dont ont besoin les deux devices pour s'authentifier. Ça, c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous allez vous présenter, vous serrez la main, dire « Bonjour, je suis un tel ». Voilà, ça va être exactement pareil. Et puis, du coup, le périphérol, il va dire « C'est bon, mec, je t'ai reconnu, merci. Enchanté, allons boire un coup ». Et là, après, du coup, il va toujours envoyer des paquets d'advertising data, mais ça ne va pas être pour d'autres choses. Et le but, c'est qu'après, vous arrêtez d'advertise quand la connexion elle est établie. Vous doutez bien qu'il n'y a pas que ça. Une fois que vous avez établi le profile que vous voulez utiliser, donc central ou périphérol pour votre objet, va falloir fonctionner avec le fonctionnement GAT pour Generic Attribute. Les Generic Attributes, c'est qu'en fait, vous allez définir comment les deux devices vont s'échanger de la data entre eux. Donc, ça se résume pour un schéma comme ça. Il y a beaucoup de mots-clés. Donc, c'est pour ça qu'on reverra plusieurs fois. Il faut imaginer que vous allez avoir donc votre profile. À l'intérieur, il va y avoir des services. Et à l'intérieur de ces services, il va y avoir des caractéristiques. Les services, c'est pour décrire ce que fait en fait votre objet. Et du coup, ils sont composés de caractéristiques parce que les caractéristiques, c'est des bouts de données. Et le service, lui, il va savoir comment en fait on lit ces bouts de données et comment on les travaille. Et il sert du coup à décomposer les données en entités logiques et donc aussi à les recomposer. Et chaque caractéristique et chaque service, ils sont prédéfinis par des UID, soit de 16 bytes, soit de 128. Il y a des listes exhaustives. Quand je vous montrais la doc tout à l'heure Bluetooth, bah, typiquement, en fait, c'est des pages entières du UID. Et il va falloir trouver le bon UID qui correspond au use case que vous voulez faire. Et petite précision, c'est GAT, donc service et caractéristiques. Ça, c'est utilisé et exploité uniquement lorsque la connexion a été établie.
Donc, uniquement lorsque le advertisement il est terminé et que le pairing a été fait. Donc, on résume. Un profile périphéral, des attributs qui sont découpés en services et caractéristiques à déterminer. Donc, voilà. En termes de code, du coup, qu'est-ce que ça donne? Vous doutez bien que je n'ai pas fait tout ça from scratch. Il y a une librairie qui existe sur TinyGo qui s'appelle librairie TinyGo Bluetooth, qui est pas trop mal. Donc, la fonction must, c'est une fonction rapide, c'est juste un wrapper pour récupérer les erreurs en cas de pépin et qui me dit fail de tout et l'étape qui est dans le must. Donc là, en fait, ça, le adaptateur.enabled, en gros, vous démarrez votre Raspberry. Bon, jusqu'ici, ça va. Et vous démarrez la stack BLE. Ensuite, moi, je veux que ce soit un périphérol. Votre clavier, votre souris, votre montre connectée, ce sont des périphéroles. Et votre centrale, ça va être soit votre mobile, soit votre ordinateur. Donc, moi, je lui dis, vas-y, commence à dire que tu t'appelles Tiny Remote. Et puis, du coup, ton service UID, c'est un Human Interface Device. Comme ça, on informe l'ordinateur qu'en fait, je suis en train d'essayer de lui brancher un truc où c'est moi le chef au bout. Un clavier, c'est un Human Interface Device. Une souris aussi. Donc, il va lui dire, voilà, moi, je m'appelle Tiny Remote, je suis disponible et ce que je veux faire, c'est qu'un humain m'utilise pour faire des trucs. OK. Donc, là, on est en mode advertise. Pour faire la connexion, en théorie, il faut set le connect handler. Ça, c'est une fonction, elle va un peu faire le café, elle va prendre votre device, elle va faire tout bien. C'est une fonction qui est spécifique au périphérol parce que du coup, dans votre lib, vous avez toujours les deux aspects, périphérol et central. Donc, vous allez toujours choisir les méthodes qui correspondent au mode périphérol. Donc, je sais que le connect handler, ça, c'est la méthode qui va permettre de récupérer les infos de connexion et de faire le nécessaire pour que la connexion s'établisse. La connexion, en fait, elle va être initiée du coup par le central, qui sera mon ordinateur. Donc, petite boucle, si je suis connecté, bah, t'arrêtes d'advertise, parce qu'en fait, ouais, on est un peu fidèle ici, on n'a pas envie d'être connecté avec d'autres objets. On veut que ça soit uniquement une connexion au Mac. Le but, c'est pas de changer de chaîne sur toutes les télés de Bedrock. C'est uniquement de changer de slide sur mon ordinateur. Et puis là, on dit, bah, je me disconnecte, etc. Et le start, je démarre tout mon code. Et ça se corse un petit peu. Il y a des choses qui ne marchent pas. Et puis alors, c'est pas que ça marche pas, un peu, c'est que ça marche pas beaucoup. Dans la librairie TinyGo Bluetooth, elle est super bien faite. C'est qu'il y a plein d'exemples. Donc c'est génial. Moi, je commence à chercher les choses qui ressemblent le plus. Je fais étape par étape en développant un peu plus la complexité à chaque fois. Et puis, j'ai mes caractéristiques, j'ai mes services. Je sais pas. Mon device, il est visible et il est vu par mon ordinateur. J'ai le bouton se connecter, je me connecte. Il ne se passe rien. J'ai pas de log, alors que c'est monitoré. J'ai pas d'infos, j'ai pas d'erreur. Pour moi, et puis j'ai tout fait correctement. C'est censé marcher là. Là, c'est vraiment censé marcher. Du coup, Google devient mon meilleur ami. Je cherche plein de ressources. Mon assistant aussi, parce qu'on n'est pas trop de cerveau vu la difficulté du bousin. Puis je compare au projet que j'avais déjà fait en C++, au moins pour la logique. Bah, la logique, elle est bonne. Donc, je me répète à chaque fois ces étapes. On se rend visible, on appaire, on fait la connexion et on s'envoie les données comme des bourrins. Sauf que là, bah, étape niveau 0, j'échoue. Donc, du coup, vient le temps des hypothèses. Peut-être que j'ai mal fait mes services et ma caractéristique. Peut-être que sur macOS, j'ai oublié, mais il y a des checks sur le protocole Bluetooth dont je n'ai pas connaissance. Ou peut-être que bah, j'ai juste mal compris et que je suis complètement à côté de la plaque. Donc, je me heurte
à la réalité et comment je vais tester ces hypothèses. Parce que finalement, là, il faut que je trouve une solution. Et donc, j'ai une stratégie pour chaque problème. Pour les caractéristiques et les services, à force de fouiller l'Internet, on a réussi à trouver un projet d'un gars qui a fabriqué son propre clavier, qui est connecté en USB, mais qui essaye de le connecter en Bluetooth. Et par chance, il a choisi le TinyGo. Donc, c'est super bien. Donc, en gros, je copie-colle les fake values. Je simule que c'est un clavier alors que c'est un Raspberry. Mais bon, ça, personne n'a besoin de le savoir parce que l'ordinateur, il prend pour argent comptant ce que j'ai envoyé, donc les services et les caractéristiques. Et mince, ça refait la même chose. Exactement la même chose. Donc, je me dis, bon, visiblement, peut-être pas ça le problème. Je me dis, c'est peut-être mon ordinateur. Peut-être qu'avec macOS, ça ne marche pas. On a un deuxième ordi à la maison. J'essaye sous Windows. Windows, pareil. Oh, je commence un petit peu à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je me dis, bah vraiment, là, peut-être, Pauline, tu as loupé un truc. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends de zéro. Et je me dis, je repasse tout. Je vous rappelle, les docs, elles sont comme ça. Hein. Quand je me repaluche tout. Ça là, j'avoue, c'est pas moi qui me les suis paluchés, c'est mon assistant, a.k.a. mon petit ami. Donc, merci à lui, parce que il y en avait, elles étaient rudes. Et donc, aujourd'hui, j'en suis où? Eh ben, j'ai repris tout de façon très didactique. Je comprends toujours pas ce qui marche pas. J'ai commencé il y a 3 semaines. Je suis toujours bloquée à l'étape de connexion qui passe pas. Je suis enfermée dans un cercle vicieux où je tombe d'échec en échec. Donc, en fait, je peux même pas aller plus loin et monitorer les inputs parce qu'en fait, là, j'ai pas de connexion. Je peux faire des contournements. J'ai pensé à quelques-uns que j'ai pas testés. Qui serait en fait d'émuler la connexion, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser mon Mac, je lance un script qui est une centrale, donc en Go, qui va monitorer. En fait, c'est une sorte d'émulation de la connexion. Au lieu de passer par le Mac, je passe par un script et qui devrait peut-être fonctionner. Alors, pour continuer, sinon, ce que je pouvais faire, c'était peut-être sûrement implémenter une connexion par câble. Mais vous allez me dire, une télécommande, vous imaginez là, hop, un câble, hop là, pour vous changer les slides et vous montrer des trucs, c'est un peu chiant. Pourquoi les chanteurs, ils n'ont plus de micro à fil? C'est bien parce que c'était emmerdant. Donc, et pour le boîtier, moi en plus, j'avais pensé à ça. Je sais qu'il y en a plein chez Bedrock qui ont des imprimantes 3D et tout, parce qu'il n'y a pas de boîtier qui existe pour ça. Donc, je m'étais dit, on se débrouillera. Je connais quelqu'un qui sait faire des trucs sur SolidWorks. Je connais des gens qui ont des imprimantes 3D. Il n'y a aucun problème, il n'y a que des solutions, et tout, hyper positives. Et du coup, la suite logique, bien sûr, sinon, ça aurait été détection, connexion, input d'events. Et puis, en fait, après, une fois que vous êtes dans les inputs d'events et que vous avez compris comment ça marche, ça déroule. Hein. Quand il y a la logique, après, c'est bon. Et je me suis heurtée à une difficulté que je ne pensais pas, parce que pour moi, le plus dur, ça allait être de récupérer les events. La connexion, c'était pour moi, dans la librairie, c'est ce qui est censé fonctionner de base. Si vous n'avez pas ça, vous ne faites rien fonctionner. Donc, je ne m'imaginais pas une seule seconde que ça allait être ça le souci. Bref, on est là aujourd'hui. Ça ne marche pas. Comme source, j'ai utilisé la documentation de TinyGo, cette magnifique librairie. Beaucoup la communauté sur Slack. J'ai aussi eu l'aide de Olivier Poncet et Thierry Chantier. Je vous recommande d'aller voir leurs réseaux sociaux parce que c'est vraiment 2 mecs super qui font plein de trucs techniques hyper intéressants, qui sont très, très accessibles et qui sont aussi conférenciers à leurs heures perdues. Des tutos YouTube, mais alors pour tout et n'importe quoi, du moment que ça parlait de Bluetooth et de TinyGo, j'ai regardé plein de choses. Les explications pour le BLE, si vous débutez, qui sont super bien sur Adafruit. Et bien sûr, les spécifications Bluetooth. Et mon mec, qui est d'une grande aide sur cette préparation. Et puis, vous allez voir qu'il y a un ultimate plot twist. Parce que moi, je ne voulais pas en rester là. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Donc, j'ai redemandé à la communauté TinyGo. À voir que sur ce channel, la plupart sont contributeurs TinyGo. Donc, les mecs sont des cracks. Et puis, en fait, on me dit quoi? Je pense que ça ne marche pas comme périphéral. Pardon? Donc là, en fait, je viens de passer 2 semaines à faire un truc
qui ne marche pas. Donc, non, je ne le crois pas. Me rends vite sur les issues. Vas-y, c'est chiant de ne pas avoir télécommande. Du coup, 73 issues, 17 pull requests, je me dis, comment ça me vient? En fait, c'est peut-être pas moi le problème, hein, finalement. Voilà, donc je commence à regarder, il y a plein d'erreurs. Et c'est fou parce qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs sur plein de périphériques, sur la connexion qui ne fonctionne pas. Je m'en suis bien sortie, encore une fois championne. Et ben voilà, en fait, quand ça acte comme un périphérol, mais quand ça acte comme une centrale, je vous cache pas que les issues, c'est un peu à mourir de rire, parce qu'en fait, en gros, la lib ne marche pas. Globalement, on peut le résumer comme ça. Et donc, ma conclusion, pour commencer, c'est que l'élaboration d'une conférence avec une production technique n'a absolument rien à voir avec l'élaboration d'une conférence dans laquelle on parle d'idées et de concepts. Parce qu'en fait, on ne peut pas prévoir. Et du coup, peut-être vous attendiez à une conférence technique où j'allais faire des super démos qui marchent et tout préparé. Bah non, moi, ça ne marche pas. Et du coup, ça me fait un petit peu rire. Je ne me cherche pas d'excuses. Je m'y suis prise assez tardivement pour le plus grand bonheur de ma manager. Anouk qui était assez ravie de m'entendre dire « Oh, en fait, je vais commencer là. Mais tu passes dans 2 semaines ?» Oui, t'inquiète. Cependant, il a été présomptueux de ma part de croire qu'avec une expérience en C++, une expérience dans le langage de développement que j'allais utiliser, j'allais réussir ce challenge haut la main. En fait, il y a énormément de conceptions, de choses à prendre en compte, une multitude d'informations et d'avis contradictoires, parce qu'en fait, vous n'imaginez pas le nombre de ressources qu'on trouve sur tout et rien. Et avec des gens aussi, du coup, parce qu'il y a de l'humain, donc il y en a un qui vous dit qu'on peut, l'autre qui vous dit qu'on ne peut pas. Au final, vous ne savez pas vraiment. Mais en gros, il y a un bout qui marche, un bout qui ne marche pas. Donc au final, ça ne marche pas. Et selon moi, TinyGo, en fait, n'a pas du tout atteint le niveau de maturité qu'a C++ pour faire du système embarqué. Je pense qu'il est très utile certainement pour faire des binaires plutôt en web ou pour utiliser avec WebAssembly. Mais pour du système embarqué aujourd'hui, pour moi, à moins d'être un mec hyper fort qui développe ses lunettes de vision avec son drone, il y en a un qui l'a fait. Je pense qu'il y a passé des années et qu'en fait, le mec ne fait que ça et que c'est un contributeur TinyGo aussi. Donc, il connaît tous les recoins du langage. Aussi, j'en ai tiré la conclusion que finalement, le choix du langage, est-ce qu'il ne devrait pas plutôt être inhérent au choix du matériel, parce que c'est un fort critère à prendre en compte. Aussi, la cible pour se connecter. Finalement, en fait, choisir son langage en fonction de ses préférences, c'était peut-être pas une bonne idée. Et je pense que la bien meilleure approche serait de choisir son hardware en fonction de ses cibles et de ce qu'on veut faire, puis choisir un langage qui va bien dessus. Pour moi, en tant que développeur, c'est quand même un petit échec. Ceux qui sont dans la salle et qui sont développeurs, vous savez que quand on a un problème et qu'on décide de le résoudre, on aime bien y arriver. Donc, je ne sais pas si je referai ce projet en C++. Je ne sais pas surtout si j'en ai l'envie. Et parce que pour 19 € ou 20 €, j'ai une télécommande clé en main Logitech. Et même si elle est avec moins de fonctionnalités, j'aurai pas les nœuds au cerveau. Donc, c'est déjà pas mal. Je pense que les prochains projets, je vais choisir peut-être des choses un peu plus fun ou utiles pour me faire plaisir, sachant qu'on est bientôt le 1er décembre, donc ça va être l'heure de l'Advent of Code. Pour les non-initiés, l'Advent of Code, c'est un calendrier de l'Avent de programmation, en gros. On a 2 défis par jour, niveau 1 et niveau 2, et bien sûr, le but, c'est de résoudre tous les niveaux dans le langage de votre choix. Maintenant, si vous voulez faire une cagnotte pour que je m'achète une télécommande, ce sera avec plaisir. Et j'ai découvert aussi un effet de bord en préparant cette conférence. C'est qu'en fait, de préparer une conférence technique, même si elle n'aboutit pas comme on le veut, c'est que j'ai réveillé des zones de mon cerveau que je n'utilise pas forcément dans le cadre du travail. Ça a éveillé beaucoup de créativité. Du coup, je suis sortie avec en tête 2 nouvelles idées potentielles de conférence. J'ai repris un certain goût à faire plein de trucs perchés, compliqués, même si j'en ai pas besoin, et c'est très rigolo.
Donc, c'était vraiment hyper chouette et je vous encourage tous à faire ça. Et j'encourage aussi l'entreprise à continuer d'encourager les gens à faire des conférences parce que c'est hyper bon et ça s'est aussi ressenti dans mon travail parce que du coup, on a une autre vision des choses. Et last but not least, je vous présente Argnew sur la commu TinyGo qui, cette semaine, a posté ce magnifique message pour vous dire que c'est absolument pas du coup quelque chose que je recommande. Essayez de faire du Go, voyez la taille de votre binaire et je pense que ça vous simplifiera bien la vie plutôt que d'utiliser du TinyGo. Si vous voulez faire du système embarqué, faites du C++ ou de Arduino. Il y a 10 000 fois plus de ressources, c'est 10 000 fois plus intéressant. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, spoiler alerte, j'ai totalement oublié le matériel à la maison parce que vous vous doutez bien, je me suis dit à quoi bon l'emmener. Merci. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Ok. Déjà, merci et bravo. Bravo pour la conférence et bravo pour le courage que tu as eu de te lancer dans le fait de faire un périphérique Bluetooth, parce que je pense que n'importe qui a essayé de brancher un casque Bluetooth sur un ordi Linux sait à quel point juste ça, quoi. Donc le fait que tu veuilles le fabriquer toi-même, c'est ouf. Le point sur lequel je voudrais revenir, c'est la documentation Go. Le fait que tu oses dire que c'est dur à lire, déjà, merci d'oser le dire. Parce que je pense que n'importe quel développeur PHP qui un jour a ouvert la doc Go a souffert comme toi, puisque on passe d'une doc écrite par des humains en PHP, et donc quand on a une question, on a vite la réponse à une doc générée automatiquement, et je pense que c'est peut-être ça le fond du problème. Et donc ma question c'est, quand tu passes sur cette doc que rapidement on ouvre et qu'on referme, quel autre moyen tu as trouvé pour avoir les réponses que tu cherches quand tu ne sais pas comment marche une fonction ou ce genre de choses? Le truc qui m'a le plus aidé, c'est que dans la librairie, donc, ils avaient des exemples d'implémentation. Par exemple, ils avaient implémenté un moniteur cardiaque avec le périphérique et le central. Du coup, là, j'ai pu voir en fait la logique de comment ça marchait. J'ai pu runner les scripts sur mon ordi. Donc, en fait, ça m'a bien aidé à comprendre. Ça permet aussi, du coup, de cibler dans la doc qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir. Et sinon, j'ai pas hésité à chaque fois à demander à la commu comment ça marchait, à interroger soit Olivier, soit Thierry, ou sur leur Discord, parce qu'il y a un Discord où ils font que l'électronique. Donc, en fait, j'ai pris mon courage à deux mains et en fait, ça force à sortir aussi de sa zone de confort là-dessus. Parce qu'après, il n'y a pas de secret. Cette doc, elle est imbuvable et en fait, elle aide pas. Parce que c'est une liste de fonctions. Voilà. Merci. Merci à toi. J'avais une question. Au début de ta conférence, tu dis que sur le ESP32, tu es parti sur TinyGo plutôt que d'autres langages. Est-ce que tu as regardé des différences de perf entre un programme fait en TinyGo et un programme fait en C++ ou autre? Non, j'ai pas comparé. J'aurais pu. Voilà. Merci. D'autres questions? Court. Oui. Du coup, est-ce qu'il a eu sa réponse? Comment est-ce qu'on désinstalle TinyGo? C'est pas compliqué. Après, moi, j'ai utilisé Brew, donc c'est pas compliqué. Mais il a eu des réponses en mode « T'es pas sérieux, mec, tu trolls, c'est pas toi. » Ouais, on a vu les réactions. Et c'est très drôle parce qu'en fait, ils se connaissent tous dans la commu TinyGo parce que c'est une petite commu. Et du coup, ils lui ont dit « Non, pas toi, tu peux pas être sérieux et tout. » Enfin, c'est un peu un petit drame pour eux, quand même, j'ai eu l'impression. Ok, merci. C'est pas vraiment une question, c'est plus une requête. Si jamais un jour tu continues à développer ça, que tu le commercialises, est-ce que tu pourrais aider tous les daltoniens de France et changer la couleur du pointeur? Moi, je l'ai jamais vu.
Magique. Non. Faudrait mettre quelle couleur? Un pointeur jaune? Un rond vide, quoi. Je disais oui, contour bleu, intérieur jaune, c'est pas mal. En fait, il faut jouer avec les contrastes forts qui brûlent. Ça marche. Comme le nouveau logo d'M6. Oh. Du coup, deuxième question. Du coup, TinyGo, il sert à quoi en fait? Je pense que, en vrai, je pense que c'est un peu des gens qui sont amusés. Et TinyGo, si vous voulez faire des tout petits binaires pour des applications web, que ça tourne en front avec WebAssembly, je pense que ça peut être vraiment sympa. Pascal me parlait d'ailleurs du fait qu'ils l'ont testé pour le Compute at Edge. Et juste l'écart de perf avec Go n'était pas suffisamment intéressant pour que ce soit utilisé. Mais voilà, on peut imaginer une utilisation, un usage de la sorte. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec TinyGo, quand même, toutes les librairies Go sont disponibles. Juste, en plus, ils ont commencé à faire monter des librairies en fait, de systèmes embarqués, comme le Bluetooth, comme la connectivité, comme le monitoring de fréquence cardiaque, etc. Ils ont essayé de faire monter plus de choses pour utiliser des détecteurs de température, etc. Donc, ils essayent de l'orienter plus sur du système embarqué, mais voilà. Un des usages serait une application web qui fait du calcul at Edge. Merci beaucoup, Pauline.